Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'œuvre d'Anatole France. Anatole France, considéré comme l'un des plus grands auteurs français de son époque, celle de la Troisième République. Il est né en 1844 et il meurt à l'âge de 80 ans en 1924. Il entrera à l'Académie française en 1896 et son œuvre sera couronnée du prix Nobel de littérature en 1921. C'est lui aussi qui va inspirer à Marcel Proust le personnage de Bergotte. Ils entretiennent tous deux une relation de maître à disciple. Anatole France va être un guide pour Marcel Proust. Je vais vous lire 3 chapitres du livre de mon ami. Dans ce livre, il compte plusieurs souvenirs d'enfance de Pierre Nozière, mais ne nous y trompons pas. Ce Pierre Nozière n'est autre que son propre double littéraire. Le livre va paraître en 1885. Anatole France a alors 41 ans. Il est exactement nel mezzo del cammin di sua vita, au milieu du chemin de sa vie. « 31 décembre 1880 et quelques. Nel mezzo del cammin di nostra vita, au milieu du chemin de la vie. » Ce vers, par lequel Dante commence la première cantate de la Divine Comédie, me vient à la pensée ce soir, pour la 100e fois peut-être, mais c'est la première fois qu'il me touche. Avec quel intérêt je le repasse en esprit, et comme je le trouve sérieux et plein, c'est qu'à ce coup j'en puis faire l'application à moi-même. Je suis à mon tour au point où fut Dante quand le vieux soleil marqua la première année du XIVe siècle. Je suis au milieu du chemin de la vie, à supposer ce chemin égal pour tous et menant à la vieillesse. Mon Dieu, je savais, il y a 20 ans, qu'il faudrait en arriver là, je le savais, mais je ne le sentais pas. Je me souciais alors du milieu du chemin de la vie comme de la route de Chicago. Maintenant que j'ai gravi la côte, je retourne la tête pour embrasser d'un regard tout l'espace que j'ai traversé si vite, et le vers du poète florentin me remplit d'une telle rêverie que je passerais volontiers la nuit devant mon feu à soulever des fantômes. Les morts sont si légers, hélas. Il est doux de se souvenir. Le silence de la nuit y invite, son calme apprivoise les revenants, qui sont timides et fuyants par nature, et veulent l'ombre avec la solitude pour venir parler à l'oreille de leurs amis vivants. Les rideaux des fenêtres sont tirés, les portières pendent à plis lourds sur le tapis, seule une porte est entr'ouverte. Là, du côté où mes yeux se tournent par instinct,
Il en sort une lueur d'opale, il en vient des souffles égaux et doux dans lesquels je ne saurais distinguer moi-même celui de la mère de ceux des enfants. Dormez, chérie, dormez. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Au coin du feu qui meurt, je rêve. Et je me figure que cette maison de famille, avec la chambre où luit en tremblant la veilleuse, et d'où s'exhalent ses souffles purs, est une auberge isolée sur cette grande route dont j'ai déjà suivi la moitié. Dormez, chérie, nous repartirons demain. Demain. Il fut un temps où ce mot contenait pour moi la plus belle des magies. En le prononçant, je voyais des figures inconnues et charmantes me faire signe du doigt, murmurer viens. J'aimais tant la vie alors, j'avais en elle la belle confiance d'un amoureux. Je ne pensais pas qu'elle pût me devenir sévère, elle qui pourtant est sans pitié. Je ne l'accuse pas. Elle ne m'a pas fait les blessures qu'elle a faites à tant d'autres. Elle m'a même quelquefois caressé par hasard, la grande indifférente. En retour de ce qu'elle m'a pris ou refusé, elle m'a donné des trésors auprès desquels tout ce que je désirais n'était que cendre et fumée. Malgré tout, j'ai perdu l'espérance et maintenant je ne puis entendre dire à demain sans éprouver un sentiment d'inquiétude et de tristesse. Non, je n'ai plus confiance en mon ancien ami la vie, mais je l'aime encore. Tant que je verrai son divin rayon briller sur 3 fronts blancs, sur 3 fronts aimés, je dirai qu'elle est belle et je la bénirai. Il y a des heures où tout me surprend, des heures où les choses les plus simples me donnent le frisson du mystère. Ainsi, il me paraît en ce moment que la mémoire est une faculté merveilleuse et que le don de faire apparaître le passé est aussi étonnant et bien meilleur que le don de voir l'avenir. C'est un bienfait que le souvenir. La nuit est calme. J'ai rassemblé les tisons dans la cheminée et ranimé le feu. Dormez, chérie, dormez. J'écris mes souvenirs d'enfance. Et c'est pour vous 3. Chapitre 1er. Les monstres. Les personnes qui m'ont dit ne rien se rappeler des premières années de leur enfance m'ont beaucoup surpris. Pour moi, j'ai gardé de vifs souvenirs du temps où j'étais un très petit enfant. Ce sont, il est vrai, des images isolées, mais qui, par cela même, ne se détachent qu'avec plus d'éclat sur un fond obscur et mystérieux. Bien que je sois encore assez éloigné de la vieillesse, ces souvenirs que j'aime me semblent venir d'un passé infiniment
profond. Je me figure qu'alors le monde était dans sa magnifique nouveauté, tout revêtu de fraîches couleurs. Si j'étais un sauvage, je croirais le monde aussi jeune, ou si vous voulez, aussi vieux que moi. Mais j'ai le malheur de n'être point un sauvage. J'ai lu beaucoup de livres sur l'antiquité de la Terre et l'origine des espèces et je mesure avec mélancolie la courte durée des individus à la longue durée des races. Je sais donc qu'il n'y a pas très longtemps que j'avais mon lit à galerie dans une grande chambre d'un vieil hôtel fort déchu qui a été démoli depuis pour faire place au bâtiment neuf de l'école des beaux-arts. C'est là qu'habitait mon père, modeste médecin et grand collectionneur de curiosités naturelles. Qui est-ce qui dit que les enfants n'ont pas de mémoire? Je la vois encore, cette chambre, avec son papier vert à ramages et une jolie gravure en couleur qui représentait, comme je l'ai su depuis, Virginie traversant dans les bras de Paul le gué de la rivière Noire. Il m'arriva dans cette chambre des aventures extraordinaires. J'y avais, comme j'ai dit, un petit lit à galerie qui restait tout le jour dans un coin et que ma mère plaçait chaque nuit au milieu de la chambre, sans doute pour le rapprocher du sien, dont les rideaux immenses me remplissaient de crainte et d'admiration. C'était toute une affaire de me coucher. Il y fallait des supplications, des larmes, des embrassements, et ce n'était pas tout. Je m'échappais en chemise, je sautais comme un lapin. Ma mère me rattrapait sous un meuble pour me mettre au lit. C'était très gai. Mais à peine étais-je couché que des personnages tout à fait étrangers à ma famille se mettaient à défiler autour de moi. Ils avaient des nez en bec de cigogne, des moustaches hérissées, des ventres pointus et des jambes comme des pattes de coq. Ils se montraient de profil avec un œil rond au milieu de la joue. Et ils défilaient, portant balais, broches, guitares, seringues et quelques instruments inconnus. Laids comme ils étaient, ils n'auraient pas dû se montrer. Mais je dois leur rendre une justice. Ils se coulaient sans bruit le long du mur. Et aucun d'eux, pas même le plus petit, et le dernier qui avait un soufflet au derrière, ne fit jamais un pas vers mon lit. Une force les retenait visiblement au mur, le long desquels ils glissaient sans présenter une épaisseur appréciable. Ça me rassurait un peu. D'ailleurs, je veillais. Ce n'est pas en pareille compagnie, vous pensez bien qu'on ferme l'œil. Je tenais mes yeux ouverts. Et pourtant, cela est un autre prodige. Je me retrouvais tout à coup dans la chambre pleine de soleil, n'y voyant que ma mère en peignoir rose et ne sachant pas du tout comment la nuit, les monstres s'en étaient allés. Mais quel dormeur tu fais, disait ma mère en riant. Il fallait en effet que je fusse un fameux dormeur. Hier, en flânant sur les quais, j'ai vu dans la boutique d'un marchand de gravures un de ces cahiers de grotesques dans lequel le Lorrain Callot exerça sa pointe fine et dure et qui se sont faits rares au temps de mon enfance.
Une marchande d'estampes, la mère Mignot, notre voisine, en tapissait tout un mur, et je les regardais chaque jour en allant à la promenade et en revenant. Je nourrissais mes yeux de ces monstres, et quand j'étais couché dans mon petit lit à galerie, je les revoyais sans avoir l'esprit de les reconnaître. Ô magie de Jacques Callot. Le petit cahier que je feuilletais réveilla en moi tout un monde évanoui, et je sentis s'élever dans mon âme comme une poussière embaumée au milieu de laquelle passaient des ombres chéries. Chapitre 3. Je te donne cette rose. Nous habitions un grand appartement plein de choses étranges. Il y avait sur les murs des trophées d'armes sauvages surmontés de crânes et de chevelures. Des pirogues avec leurs pagaies étaient suspendues au plafond, côte à côte avec des alligators empaillés. Les vitrines contenaient des oiseaux, des nids, des branches de corail et une infinité de petits squelettes qui semblaient pleins de rancune et de malveillance. Je ne savais quel pacte mon père avait fait avec ces créatures monstrueuses. Je le sais maintenant. C'était le pacte du collectionneur. Lui, si sage et si désintéressé, il rêvait de fourrer la nature entière dans une armoire. C'était dans l'intérêt de la science. Il le disait, il le croyait. En fait, c'était par manie de collectionneur. Tout l'appartement était rempli de curiosités naturelles, seul le petit salon n'avait été envahi ni par la zoologie, ni par la minéralogie, ni par l'ethnographie, ni par la tératologie. Là, ni écailles de serpent, ni carapace de tortue, point d'ossement, point de flèche de silex, point de tomahawk, seulement des roses. Le papier du petit salon en était semé, c'étaient des roses en bouton, closes, modestes, toutes pareilles et toutes jolies. Ma mère, qui avait des griefs sérieux contre la zoologie comparée et la mensuration des crânes, passait sa journée dans le petit salon devant sa table à ouvrage. Je jouais à ses pieds sur le tapis avec un mouton qui n'avait que 3 pieds après en avoir eu 4, en quoi il était indigne de figurer avec les lapins à 2 têtes dans la collection tératologique de mon père. J'avais aussi un polichinelle qui remuait les bras et sentait la peinture. Il fallait que j'eusse en ce temps-là beaucoup d'imagination, car ce polichinelle et ce mouton me représentaient les personnages divers de 1000 drames curieux. Quand il arrivait quelque chose de tout à fait intéressant au mouton ou au polichinelle, j'en faisais part à ma mère, toujours inutilement. Il est à remarquer que les grandes personnes ne comprennent jamais bien ce qu'expliquent les petits enfants. Ma mère était distraite. Elle ne m'écoutait pas avec assez d'attention. C'était son grand défaut. Mais elle avait une façon de me regarder avec ses grands yeux et de m'appeler petit bêta qui raccommodait les choses. Un jour, dans le petit salon, laissant sa broderie, elle me souleva dans ses bras et me montrant une des fleurs du papier, elle me dit: Je te donne cette rose. Et pour la reconnaître, elle la marqua d'une croix avec son poinçon à broder.
jamais présent ne me rendit plus heureux.